Nicolas Poincaré. Une édition spéciale jusqu'à 20h d'Europe Soir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement à bord de cet Airbus A320 hier au-dessus des Alpes. On est toujours avec 4 très bons spécialistes de l'aéronautique, 2 pilotes et formateurs, un Allemand et un Français, Nicolas Coccolo et Christiane Ouattremez. On est avec Bernard Chabert, notre consultant, et François Nénin, journaliste spécialisé qui a écrit Ces avions qui nous font peur. On va continuer à débattre de tous ces mystères, mais on va rejoindre d'abord Hélène Kohl à Berlin. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Guten Abend. On le rappelle qu'il y avait 150 victimes allemandes, qu'il y avait 72 Allemands parmi les 150 victimes. L'émotion est restée très vive aujourd'hui toute la journée en Allemagne. Oui, effectivement. Alors, il n'y a pas de deuil national ici en Allemagne. C'est un pays fédéral. Il faut que chacun des 16 Länder décrète le deuil. C'est le cas, par exemple, dans la région de la Rhénanie, la région de Düsseldorf, la région de cette ville de Haltern, dont sont originaires les 16 adolescents qui étaient en voyage scolaire. Il y a eu des minutes de silence dans beaucoup d'aéroports aujourd'hui, à 10h53 exactement, l'heure du crash hier. Beaucoup d'émotions à l'image de ce voyage de la chancelière tout à l'heure sur les lieux de l'accident à 14h, parce que c'est pas vraiment dans la tradition de la chancelière de se rendre comme ça très vite sur les lieux des accidents. Je me souviens qu'il y a 6 ans, il y avait eu un tireur fou dans un lycée avec une vingtaine de morts. Elle ne s'était pas rendue sur place. Idem, quand il y avait eu la catastrophe à la Love Parade de Duisbourg avec 21 morts, elle ne s'est pas rendue sur place. Là, le fait qu'elle se soit déplacée aujourd'hui, qu'elle l'ait annoncé très vite hier, ce déplacement, c'est en quelque sorte cet hommage national que rend l'Allemagne à ses victimes de ce vol écrasé hier. D'un mot, Hélène, la presse allemande est comme nous, elle s'interroge sur ces mystères, sur le côté complètement incompréhensible pour l'instant de cette catastrophe. Oui, évidemment, avec deux questions. Évidemment, l'aspect technique. Il faut savoir que ce matin, le Bundestag a saisi sa commission sur les affaires de transport, la commission transport du Bundestag, qui a siégé de 8h30 ce matin à 13h. Donc, c'était un petit peu surprenant. On s'attendait plutôt à une réunion de routine pour vérifier auprès de la Lufthansa et de Germanwings des questions de sécurité. Ça a duré extrêmement longtemps avec des auditions très longues. Notamment, les parlementaires veulent savoir s'il n'y a pas eu de négligence sur les questions de sécurité. On s'interroge aussi sur le pilote et le copilote, dont on sait finalement très peu de choses. On sait seulement que le pilote était expérimenté, qu'il avait 6000 heures de vol sur ce type d'appareil, mais on se demande aussi, c'était l'une des questions de la commission parlementaire, quelle formation il a exactement suivi. On sait que les pilotes de Germanwings n'ont pas forcément la même formation que ceux de Lufthansa et ils sont payés moins cher. Merci beaucoup Hélène Kohl en direct de Berlin. Christiane Ouattremez, justement. Je rappelle que vous avez travaillé pour la Lufthansa et que vous êtes allemand, ça s'entend un peu. Ouais. Malheureusement. non, mais c'est pas du tout la vérité, parce que tous les pilotes, d'ailleurs, ce commandant en bord, il vient de Deutsche Lufthansa, qu'il était chez la Lufthansa, il était formé chez Lufthansa et aujourd'hui il était chez Germanwings. Il faut bien pas oublier que Germanwings, c'est parti en 100% de la groupe Lufthansa. C'est les avions de Deutsche Lufthansa, c'est les pilotes de Deutsche Lufthansa, c'est seulement le personnel de cabine et aussi la brand, c'est la marque de Germanwings, mais à la fin c'est une vol Lufthansa. Donc vous n'avez pas de doute sur le sérieux de cette compagnie. Ils sont formés chez Lufthansa Training et je suis sûr et certain ils sont formés au plus haut standard qui existe. Et sur la maintenance des avions, puisque François Nénin nous vous a remarqué tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de vols de Germanwings hier qui n'ont pas décollé, les équipages ne voulaient pas décoller. On ne sait pas si c'était uniquement de la tristesse ou c'est parce qu'ils pouvaient avoir des doutes sur la maintenance. Ils ont perdu leurs collègues en premier, donc il faut bien... On est des êtres humains, on n'est pas des machines dans le cockpit non plus. Donc à la fin, moi je crois quand vous dites la technique, on parle de technique Deutsche Lufthansa, que c'est une service technique qui est connu dans le monde entière pour sa qualité de technique. C'est même des sociétés aériennes, des Thai Airways, des autres mondes qui viennent à Lufthansa pour faire la maintenance de leurs avions, parce qu'ils sont tellement connus pour une excellence dans leur service maintenance. Donc. François Nénin ? Oui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que sur les escales, par exemple comme Barcelone ou d'autres, est-ce que là maintenant c'est délégué à des compagnies, est-ce qu'elle est externalisée ou est-ce que c'est des équipes de Germanwings et Lufthansa, effectivement, qui le D'accord. fait donc c'est vraiment c'est Lufthansa. Parce que beaucoup de compagnies délèguent aussi la maintenance journalière des compagnies. Bernard Chabert, s'il y a eu un problème technique sur cet avion, on le saura donc à la fois grâce aux bandes audio dont on dispose maintenant et puis j'imagine aussi grâce aux débris qui sont collectés en ce moment même dans les Alpes.
Les débris, malheureusement, ils sont tout petits. Quand vous voyez les images, vous vous rendez compte que les plus gros morceaux... un enquêteur a comparé le plus gros morceau de fuselage retrouvé, qui est d'ailleurs complètement écrasé. Il a dit ça a à peu près la dimension de 2 portières d'auto. Donc vraiment, l'avion est émietté, c'est des confettis. Et donc, reconstituer quelque chose de l'avion à partir des débris, ça paraît relativement improbable. Par contre... Si la deuxième boîte noire est retrouvée et qu'on peut la décrypter, à ce moment-là, on aura certainement quelques données techniques et on en saura un peu plus. En complément, évidemment, de la première boîte noire sur laquelle on revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a probablement, dans l'enregistreur des conversations de cockpit, il y a probablement déjà une première piste. Alors, sur cette deuxième boîte noire, apparemment, on la cherche toujours. Le président de la République, tout à l'heure, disait qu'on avait retrouvé l'enveloppe de la boîte, mais pas la boîte elle-même. Ça n'a pas été confirmé ensuite par le BEA. Ça veut dire quoi exactement, retrouver l'enveloppe de la boîte mais pas la boîte? Ça veut dire qu'on ne retrouvera peut-être pas le contenu, parce que quand on voit l'état des confettis, si l'enveloppe est retrouvée vide, l'enveloppe c'est ce qui est le plus solide on peut supposer que l'intérieur a été pulvérisé. C'est la crainte qu'on peut avoir. Alors on n'aura qu'une partie du film avec la boîte noire des sons et des alarmes et des conversations. Mais c'est la plus importante quand même, non? C'est grâce Elles sont toutes les deux importantes, je pense, pour reconstituer le film. Et puis il y a aussi les messages à CARS, qui sont des messages de panne envoyés automatiquement à la maintenance de la compagnie, qui concernent que les moteurs. Bon, ça permet d'écarter l'hypothèse d'une panne moteur. Et donc la Lufthansa, dès hier, la Lufthansa a reçu des messages qui disaient si oui ou non les moteurs fonctionnaient bien. Constamment pendant le vol, le département de suivi des vols, il reçoit constamment des messages de ce fameux système ECAS. Bien sûr, ils ont des données. Ils avaient déjà, en ce moment, quand l'écrasement s'est placé, que les moteurs, ils ont bien tourné. Donc, sinon, on a la réponse. Parce que la Lufthansa n'a pas communiqué. Elle n'a pas la communiqué, mais bon, on peut bien douter. Il sera communiqué s'il savait que voilà, il y a un panne de moteur, ou il y a eu des malcalculations de carburant, ou une fuite de carburant, qu'il n'y avait plus de carburant. Mais après, c'était aussi ce matin, je te demandais par une de vos collègues, elle me disait voilà, si le turbine n'a plus de carburant, donc il est censé arrêter de voler, effectivement, ou tourner, une panne électrique en intégralité dans l'avion. Non. Après, on a qu'est-ce qu'on appelle l'APU, c'est un générateur qui se trouve en arrière de l'avion, qui peut tourner, bien sûr, l'électricité encore. Bien sûr, c'est là, ça tourne avec carburant aussi. Donc, si on parle carburant, c'était le deuxième backup qui ne fonctionnait pas. Après, on a des batteries qui ont une autonomie de 30 minutes. On a quand même les 30 minutes d'électricité dans le cockpit. Et même dans ces cas-là. Voilà. Il y a 5 niveaux. Et si on perdrait même celle-là, on a cette petite ventilateur qui sort de la rate, qui tourne avec le ventre, effectivement, et qui fournit le minimum d'électricité dans le cockpit. Donc il y a 4 systèmes qui ont des Donc l'hypothèse, Nicolas Coccolo, que tout tombe en panne d'un seul coup, pas les moteurs, mais tout le reste, l'informatique, les communications. C'est pas possible. C'est pas possible. Type d'avion. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que tout est indépendant. La panne électrique, il y a tellement de sécurité, de backup. C'est pas possible. Il y a 5 niveaux. Dans un A320, il y a 5 niveaux de génération électrique successive jusqu'à cette petite turbine qui fait rigoler, la rate. C'est une éolienne. Mais c'est une éolienne, rien d'autre. Mais c'est quand même, ça fournit quand même de quoi conserver un minimum. Et communiquer. Oui, et communiquer, ça fournit un minimum. On en revient toujours. Pardon pour ces questions naïves, mais la radio, le moyen de communiquer avec le sol, il ne peut pas tomber en rade. Il y en a deux. Il y en a deux, oui. Il faudrait la probabilité que les deux tombent en panne au même moment. Et donc, encore une fois, on est extrêmement curieux de savoir ce qu'il peut y avoir dans ces enregistrements. Admettons qu'à partir de 10h31, c'est-à-dire que lorsque l'avion se met en position de descente, on le disait, descente relativement rapide, mais pas descente d'urgence, admettons qu'on n'entende plus rien dans le cockpit. François Nénin, ça voudra dire qu'on n'en saura pas beaucoup plus alors? Si on n'entend plus rien, ça voudra dire que les pilotes sont inconscients. Donc je rappelais le cas d'Hélios, c'est arrivé, ça peut arriver. Et puis ils initient en fait la descente, ils démarrent en fait la descente. Et puis là, il tombe inconscient. Parfois, on est dans la loi de l'emmerdement maximum en avion. C'est des petites causes qui vont entraîner des grandes catastrophes. Là, dans une grande compagnie, j'ai appris qu'il y a eu un problème sur un masque à oxygène de pilote qui n'était pas correctement branché. Ça veut dire qu'en cas de problème de dépressurisation, le gars aurait tiré le masque et il n'y aurait rien eu comme oxygène.
Souvent, alors pourquoi on a le BEA nous dit tout à l'heure que l'hypothèse de la dépressurisation n'est pas retenue à ce stade? Là, le cas que j'ai évoqué, c'était dans une autre compagnie, mais le BEA communique sans communiquer, c'est ça le problème. C'est que Bernard Chabert. C'est des énigmes un peu tout ça, parce que, bon, il y a aussi dans un accident, il y a toujours la possibilité qu'il se produise quelque chose qu'il ne s'est jamais produit. On peut penser, par exemple, pourquoi pas, à la rupture complète d'un élément de pare-brise. Pour essayer de comprendre comment, en l'espace d'une minute, de quelques dizaines de secondes, on prend un équipage qui fonctionne tout à fait bien et que ça devient un équipage qui semble être complètement en dehors de l'avion et qui n'existe plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit produit. Le pare-brise qui explose, alors, par exemple. On pense à l'impensable. Ça n'est pas possible. On va vous dire que c'est pas possible. Les pare-brises, c'est multicouches, c'est fait pour, c'est essayé, etc. Mais imaginons. Mais là, le BEA vient de nous dire une chose. Il n'y a pas eu de dépressurisation. Donc, s'il n'y a pas eu de dépressurisation, l'hypothèse d'une rupture complète de pare-brise, chose qui s'est produite sur des avions de combat, par exemple, mais pas sur des avions de ligne. Bon, c'est une hypothèse qui disparaît. Donc, quelque part, il nous donne des indices sans nous les donner. Nicolas Coccolo, vous voulez intervenir là-dessus sur le pare-brise? Sur le pare-brise, ça expliquerait effectivement une dépressurisation explosive, que les pilotes tombent inconscients, mais par contre, ça répond pas à la question qui a mis l'avion en descente. C'est ça le problème. Ouais, enfin, je sais pas, si le pare-brise, imaginez, vous êtes en l'air, vous êtes en croisière, vous êtes à 35 000 pieds, 36 000 pieds, et puis d'un seul coup, vous avez le pare-brise qui se fend. Vous commencez à tourner, à sélecter une altitude plus basse, vous enclenchez le pilote automatique pour faire descendre l'avion, et à ce moment-là, le pare-brise explose. Mais ça, là, on est vraiment dans les hypothèses délirantes. Je dois vous faire rire, là. Mais pourquoi pas? Enfin, on ne sait pas. C'est tellement mystérieux. C'est un peu comme le MH370, on retombe dans des... L'avion de la Malaisienne, donc, qui avait disparu vers le Grand Sud. J'allais en parler. C'est le plus grand mystère de ces 50 dernières années, un avion qui disparaît sans aucun débris. Alors, il y a des analogies, si vous me permettez. Le MH370, on peut imaginer qu'un équipage qui fonctionnait très bien, qui a eu un échange radio tout à fait normal, qui a dit good night au centre de contrôle avec qui il travaillait, et d'un seul coup qui disparaît, l'avion effectue effectue un certain nombre de choses qui ont été commandées par quelqu'un à bord, et puis après l'avion reste au pilote automatique sur une route déterminée et à une altitude présélectée. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a un avion qui s'est retrouvé au pilote automatique sur une route déterminée et non pas sur une altitude préchoisie, mais sur un taux de descente préchoisi qui l'a amené jusqu'au sol. On a dans les deux cas une espèce d'analogie qui est quand même un peu troublante. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est au pilote automatique, Bernard? C'est ce que disait Christiane tout à l'heure, je crois, la rectitude de la trajectoire, le fait que l'avion ait continué au cap sans dévier. L'avion n'a pas viré ni à droite ni à gauche, ce qu'aurait fait n'importe quel pilote pour libérer les niveaux de vol inférieurs, pour ne pas risquer de percuter un autre avion. Donc l'avion, il est resté bêtement, simplement sur un cap et sur un taux de descente. Sans communiquer. Donc. Et sans communiquer. Et ce taux de descente, juste pour bien comprendre, c'est une descente tout de même plus rapide que lorsqu'un avion se pose. Oui, mais pas la descente d'urgence, c'est ça. C'est même, je prends le brise ou une décompression rapide, je déclencherai une descente, même avec une pilote automatique, il est hors de procédure, parce que normalement on ne fait pas en procédure de ça, on fait en manuel, mais je ne mettrai pas l'avion en descente de 3500 pieds, je le mettrai à 6000, 7000 pieds par minute en descente. Donc la sélection de 3500 pieds, c'est incompréhensible. On a presque l'impression que ça peut-être, alors c'est une hypothèse, que quelqu'un qui est une troisième personne dans ce cockpit. Une minute avant, il parle avec un centre de... Alors, j'en parlais tout à l'heure aussi. Peut-être que c'est une personne qui était déjà là dans le cockpit pendant pas forcément une prise d'otage. Je sais que ça se fait de moins en moins, mais on accepte des passagers, certaines compagnies acceptent des passagers dans les cockpits. Moi-même, j'ai fait plusieurs vols dans le cockpit en étant passager. On peut imaginer qu'il y ait une troisième personne qui soit déjà dans le cockpit et qui intervienne. Parce que le 3500 pieds, il est inexplicable, justement. Et ce n'est pas un réflexe de pilote. Toujours très, très intriguant tout ça. On marque une pause et on revient avec nos consultants et spécialistes et pilotes français et allemands. À tout de suite. Europe Soir.